Alors, bonsoir. Enchantée de vous voir. On doit toujours dire de braver les bancs de neige et les trottoirs glissants et les bouchons, comme le ramassage n'est pas encore totalement achevé. Merci d'être ici si nombreux ce soir. Je suis Nadia Rousseau, je suis la directrice générale de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs. Et avant de commencer, je vais vous faire un petit contexte pour vous expliquer qui nous sommes. Donc le mois de l'histoire des Noirs, c'est 225 événements qui sont à travers le Québec. C'est 10 000 calendriers, on vous en a mis quelques-uns sur la table là-bas, donc vous pourrez voir. On y met à l'honneur 12 personnes afrodescendantes chaque année, qui sont peu connues du public et qui ont fait des contributions notables à la vie sociale, économique, culturelle du Québec. On fait aussi 1000 affiches. Tout ça, ce sont des choses que nous donnons gratuitement au public. On fait une campagne avec Publicité Sauvage qui nous a permis d'être répertoriés aux Archives nationales du Québec parce que l'affiche est vue dans la rue. On fait 1000 cartes postales et on a des oriflammes aussi dans certaines rues de Montréal. Ah là, je ne vais pas y arriver ce soir. La table existe depuis octobre 1999 et puis je vous ai parlé des 12 lauréats. Je vais vous parler aussi d'une autre chose qui nous tient fortement à cœur, c'est la collecte de sang. On fait une collecte de sang tous les ans. Elle a eu lieu le week-end dernier en lien avec l'anémie falciforme. L'anémie falciforme, c'est une maladie qui atteint les personnes afrodescendantes et c'est seulement par le don du sang d'une personne afrodescendante que quelqu'un qui atteint de la maladie se porte mieux. Donc c'est important. Quelles que soient nos origines ethnoculturelles, il n'y a que 3% des Québécois qui donnent du sang. Donc je vous encourage, même si vous n'êtes pas afrodescendant, vraiment de faire un effort pour Emma Québec. C'est vraiment important. Et puis, on a une programmation bien au-delà de février. Donc, si vous avez l'occasion de regarder ce qu'on fait à d'autres moments qu'en février, je vous y encourage fortement. Donc ce soir, ce qui nous amène ici ce soir, c'est une histoire qu'on a commencée avec Monique Milia-Marilus comme une parenthèse enchantée. Alors la première étape, ça a été la découverte d'un fait historique. On en a discuté avec Monique plus tôt et on s'est dit, oui, c'est vraiment un pan d'histoire qui était méconnu. Puis après, de ce pan d'histoire, on a découvert, grâce à Monique, qu'elle nous a présenté une deuxième conférence il y a 2 ans ici même, une autre page de cette histoire où on personnalisait un peu plus, on allait un peu plus profondément rencontrer des personnes qui faisaient partie de cette découverte. Et aujourd'hui, on va découvrir une personne dans ce lot de 200 personnes qui sont venues au Québec en tant que domestiques autour de 1910. Et sans plus tarder, je veux vous présenter aussi Yves Frenette, qui est professeur à l'université de Saint-Boniface. Il est directeur de 3 siècles d'histoire de migration francophone, membre élu de la Société royale du Canada, membre de l'Ordre des francophones d'Amérique et membre élu de la Société de Charlevoix. C'est un de nos partenaires dans cette aventure. Yves, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Nadia. Ne vous inquiétez pas, je ne prendrai pas beaucoup de temps. En tant que directeur du projet TSMF, c'est un plaisir et un honneur d'être associé pour la 2e fois à une conférence de Monique Milia-Marilus dans le cadre de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs. Et je remercie Monique, Nadia et Michael de nous donner cette occasion. TSMF, c'est l'acronyme pour le projet de partenariat 3 siècles de migration francophone en Amérique du Nord, 1640-1940, un projet qui se déroule sur 8 ans et qui est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Il compte une 40aine de chercheuses et chercheurs, dont Monique, et une 20aine de partenaires communautaires et universitaires. Nous nous intéressons aux migrations,
c'est-à-dire aux déplacements, les déplacements physiques de personnes dans l'espace. Nous nous intéressons aussi aux circulations culturelles, c'est-à-dire tout le bagage que les migrantes, les migrants apportent avec eux, ainsi qu'aux histoires qu'ils racontent et à celles qu'on raconte à leur sujet, qu'elles soient positives ou négatives. Vous voyez déjà comment les recherches de Monique s'intègrent bien dans le projet TSMF. Partie de la Guadeloupe, les domestiques qu'elle étudie passent le plus souvent par New York avant d'arriver dans la grande région de Montréal et même au-delà. Ces femmes apportent avec elles des façons d'être et de faire qui, de gré ou de force, seront modifiées au Québec. C'est leur histoire et leurs histoires que Monique a découvert et qu'elle partage si généreusement avec nous. Mais bien sûr, il y a plus. Ces domestiques sont surtout des femmes et elles sont noires, dans une société très majoritairement blanche. Les chercheurs et chercheuses de TSMF sont très sensibles aux notions de genre et un certain nombre d'entre nous travaillent aussi sur le concept de race. Je pense en particulier à Nicole Saint-Onge et Étienne Rivard, qui mènent un programme de recherche ambitieux sur les métis de l'Ouest canadien, à Clint Bruce de l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse, qui démystifie les relations complexes entre esclaves, anciens esclaves, noirs libres et migrants acadiens et leurs descendants, les Cajuns, en Louisiane. Ce sont des relations qui sont foncièrement inégalitaires, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé. Et naturellement, il y a les travaux de Monique. Enfin, la conférence ce soir représente d'une autre façon ce que nous essayons de faire à TSMF. Un décloisonnement de la recherche et l'établissement de dialogue ou d'un dialogue fructueux entre universitaires et non-universitaires, dans une volonté de partage. Si Monique peut nous parler de Pauline Firmier ce soir, c'est en grande partie parce qu'elle a dialogué avec ses descendants, dont plusieurs sont ici et je vous salue plus particulièrement. Bonne conférence. Yves, je vous remercie vraiment d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Monique, donc c'est notre chercheuse de choix, notre docteur en histoire, directrice adjointe du laboratoire Géode Caraïbes, fellow de l'Institut Convergence Migration en 2021-2025, Fulbright Scholars in Residence 2022-2023 à l'Université de la Caroline du Nord à Charlotte, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université des Antilles. Monique, c'est à vous. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être présentes et présents. Je me demandais avec le froid qu'à Nadia s'il y aurait du monde, mais je vois que vous êtes là. Il faut toujours commencer par les remerciements. Donc, je remercie véritablement Nadia et Michael qui m'ont invité la première fois en 2020 à participer au mois de l'histoire des Noirs. Et bien sûr, Yves, qui m'a introduit dans ce programme sur les migrations francophones,
où au départ, il ne parlait pas de la Guadeloupe, mais il me soutient, les collègues aussi véritablement, et financièrement aussi, je dois le souligner, pour me permettre de faire des recherches, et j'en suis vraiment ravie. Je remercie particulièrement, puisque c'est l'objet de cette soirée, la famille Ouliani, que je vais vous présenter tout à l'heure, en la présence du petit-fils, de l'arrière-petit-fils, de l'arrière-petite-fille, arrière-petite-fille de Pauline Firmier-Rameau, dont je vais vous parler. Et c'est grâce à Giovanni, qui m'a contacté en fin d'année dernière, que j'ai pu avoir notamment des photos. Et c'est ce genre de conférence, et je vous remercie vraiment encore Nadia, Michael et Yves, qui permet justement... L'histoire n'est intéressante que si c'est diffusé. Il y a tout un travail de recherche, mais si ça reste à l'université, pour moi, ce n'est pas intéressant. Donc c'est ce qu'on appelle l'histoire publique, et je pense que c'est important. Et c'est d'autant plus important que s'il n'y avait pas pour moi cet aspect privé, je manquerais une partie de l'histoire. On ne trouve pas tout dans les archives, et donc c'est important que, notamment Giovanni, m'ait apporté une autre partie de l'histoire que je ne connaissais pas, et moi je lui ai apporté aussi, je pense, des choses qu'il ne connaissait pas. En tout cas, on a tout un puzzle qui s'est assemblé. Donc, je veux juste rappeler que on me l'a demandé un article qui est paru, mais qui date déjà, parce que c'est au début, en fait, de ma recherche. Et on a donc la photo qui est sur plusieurs flyers aujourd'hui, dont je vais reparler, qui est une photo à New York, où vous aurez plus de détails, puisque ce soir, évidemment, une quarantaine de minutes, je ne peux pas tout raconter, donc il y a plus de détails dans l'article. Donc, je vais d'abord vous parler un peu du cadre, avant de parler véritablement de Pauline. En commençant peut-être par, au tout début, en fait, quand j'ai commencé cette recherche, qui part en fait de la France. Je suis spécialiste des migrations, et je mène une grande recherche sur les migrations, les recrutements de domestiques antillais et antillaises dans la première moitié du XXe siècle, qui m'amenaient d'abord en France, puisque ce sont des colonies françaises. Et c'est à travers une histoire donc un peu particulière. Il y a eu des recrutements dans les années 1920 en France par une Française blanche de Clermont-Ferrand. Ça s'est plutôt mal passé, et dans l'enquête de police, en fait, je découvre qu'il y a eu un précédent au Canada. Et en fait, c'est cette histoire que j'ai commencé en fait à chercher, en pensant qu'on avait beaucoup travaillé là-dessus. Et à ma grande surprise, en fait, c'est un fait méconnu. Au Canada, en fait, il y a 2 articles de référence, il n'y en a que 2. Alors aujourd'hui, les gens parlent, mais ils reprennent, en fait, souvent sans citer d'ailleurs, donc moi, je tiens à les nommer. C'est Agnès Calix, que malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité de rencontrer. Elle est décédée il y a quelques années. Quand j'avais commencé, en fait, elle est décédée peu de temps après. Et Ian Mackenzie, que j'ai eu au téléphone, avec qui j'avais échangé. Donc, ce sont les premiers qui ont parlé, en fait, de ces domestiques, mais avec un autre regard que le mien, que je comprends tout à fait. Eux, en fait, ils se basaient sur l'histoire des Noirs au Canada et des Antillais au Canada. Et en fait, ils se basaient sur l'histoire des Noirs après la Seconde Guerre mondiale, sur la grande, en fait, immigration des Noirs anglophones. Et ils ont estimé, en fait, que ces Canadiennes, ces Guadeloupéennes, elles constituaient, en fait, un précédent de ce qu'ils appellent le domestic shame. Donc le domestic shame, c'est cette politique faite par l'État dans les années 50-60 pour faire venir recruter des domestiques, donc à Trinidad, Jamaïque, Barbade. Et en fait, moi, j'ai entre guillemets la chance, j'ai pas eu ce regard-là très rapidement, parce que je me suis posé la question. Alors, je suis martiniquaise, je ne suis pas guadeloupéenne, mais je suis martiniquaise. Mais je connais bien l'histoire des 2 îles, et je me suis dit, c'est pas possible de partir comme ça, en fait, de la Guadeloupe. Et eux, ils n'ont pas vu, en fait, que c'était une colonie. Ils ont parlé de la Guadeloupe comme si c'était un État, comme s'il y avait eu, en fait, une convention entre la Guadeloupe comme pays et le Canada. Or, la Guadeloupe est à ce moment-là une colonie française. Et donc, il y a un gouverneur qui représente l'État français, et moi, je me suis dit, c'est pas possible. S'il y avait une convention, c'est entre l'État français et l'État canadien. Ce que je savais qu'il n'existait pas, sinon je me suis dit j'en aurais quand même entendu parler. Et donc à partir de là, j'ai vu autrement en me posant véritablement la question de savoir comment on regarde ces femmes qui sont françaises juridiquement, je reviendrai sur ça, comment on les regarde dans une histoire du Canada, Yves en a parlé, par rapport à l'histoire des Noirs en général, pourquoi recruter des Noirs, alors qu'à ce moment-là, on ne désire pas forcément des Noirs au Canada, et pourquoi des Noirs francophones. Donc, comme l'a dit Yves, c'est aussi pour ça que avec Paul-André Linteau et Françoise Lejeune, dans Transposer la France, en fait, l'immigration française, elle est assez minoritaire sur le global
au Canada. Mais ce qui est frappant, c'est qu'à l'intérieur, on ne parle pas de ces Guadeloupéennes, sauf justement dans ce livre où Paul-André Lintot les avait mentionnées, mais sans connaître en fait cette histoire. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés. Quand on parle des Français au Canada, on ne parle pas en fait des Français des colonies. Or, au début du XXe siècle, vous avez des gens de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est une colonie française, qui viennent aussi, et ensuite vous avez cette immigration de domestiques. Quand on parle des Antillais francophones, on pense plutôt aux Haïtiens, mais qui viennent en fait après la Seconde Guerre mondiale. Et là, en fait, j'essaie d'affiner au cours de ce voyage quelque chose que j'avais perçu depuis le départ. Il est probable en fait que ce soit la plus grosse immigration numériquement francophone, voire de Noirs en dehors des Noirs américains porteurs qui viennent à Montréal en 1911 en fait. On a, surtout au mois d'avril 1911, on a plus de 100 femmes guadeloupéennes qui arrivent à Montréal. Donc vous imaginez dans un contexte où il y a peu de Noirs et surtout peu de Noirs francophones à ce moment-là à Montréal, elles ne vont pas qu'à Montréal. Pourquoi donc aussi venir au Canada? Donc il y a des études sur les domestiques, plutôt sur fin 19e, pas beaucoup sur le début 20e, et ensuite on passe après la Seconde Guerre mondiale. Et Marilyn Barber, donc, qui est une des grandes spécialistes de cette question-là, elle dit quelque chose d'important, c'est qu'en fait, si le gouvernement canadien ne favorise pas l'entrée des Noirs et des Asiatiques, ce n'est pas le cas en fait, des personnes privées. On peut avoir ces recrutements dont je vais reparler. Comme je vous disais, dans le regard d'Agnès Calix et Ian Mackenzie, ils plaçaient en fait ces recrutements au niveau de l'État. Et moi, ce sur quoi j'ai travaillé, quand on parlait avec Nadia de ces 3 phases, la première fois que je suis venue en 2020, en fait, j'ai posé le cadre. Voilà, comment ça s'est passé. Ce ne sont pas en fait des recrutements faits par l'État, ce sont des recrutements privés. Donc, ce n'est pas un domestic shem dans le sens de celui des Antillais des années 50-60. Ce sont des recrutements privés à l'initiative donc, de Joseph Misaël-Autier, qui est à la base un Canadien, qui est né à Saint-Charles-sur-Richelieu au Québec, qui a été notaire, qui a vécu très longtemps à Saint-Hyacinthe et qui est parti vivre en fait aux États-Unis avec sa famille, ses parents, ses frères et sœurs sont partis aussi aux États-Unis. Donc il a vécu notamment dans le Rhode Island. Et là-bas, en fait, il a fondé des journaux français. Il a, en fait, eu, avec ces Canadiens français qui vont aux États-Unis, il a, pendant plusieurs années, en fait, été connu pour ça, pour quelqu'un qui valorise, en fait, la culture francophone canadienne. Cependant, il est naturalisé américain, il milite, en fait, pour la naturalisation des Canadiens français au Canada. Il va devenir consul. D'abord, il retourne à Saint-Hyacinthe. Et pourquoi la Guadeloupe? Il va être nommé, donc c'est un moment où on ferme le poste où il est. Il espère avoir en fait un plus gros consulat et en fait on l'envoie en Guadeloupe. Et finalement ce sera son dernier poste. Et c'est comme ça en fait que va commencer l'histoire de ces recrutements. Donc il est consul à la Guadeloupe de 1908 à 1909. À sa retraite, il retourne habiter en fait non pas aux États-Unis mais au Canada. Il va habiter en fait à Saint-Hilaire principalement où il a une maison de villégiature. Donc il habite à Montréal, mais il a une maison de villégiature à Saint-Hilaire. Et puis finalement, il s'installe là avec sa femme, sa deuxième épouse. Et surtout, en fait, quand ils reviennent en Guadeloupe, tous les deux, ils reviennent en fait avec leur domestique guadeloupéenne. Donc la première en fait domestique guadeloupéenne, elle vient en 1909. C'est Luce Saintac. Et ce qui est intéressant, c'est ce que je racontais en 2020. Elle fait le trajet que vont faire les domestiques ensuite en 1911. Donc ce trajet, alors c'est d'abord, je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas la Guadeloupe. Donc la Guadeloupe, c'est un archipel. Et alors c'est principalement des femmes, mais il y a quelques hommes. Ils viennent de l'ensemble de la Guadeloupe. Par exemple, il y a un homme que je suis qui s'appelle Paul Sucave. Il vient de la Désirade. Vous en avez de Marie-Galante, des Saintes. Donc c'est l'ensemble de la Guadeloupe. Donc ça, c'est important. Pourquoi ces recrutements? Donc, entre autres, il y a toujours des raisons personnelles, mais c'est beaucoup la situation économique. En 1910, il y a eu en fait une grande grève meurtrière pour les questions de salaire. Et en fait, les questions des salaires, c'est quelque chose de récurrent. En février, en fait, c'est la période de l'ouverture de la saison de la canne, et vous avez beaucoup de grèves jusqu'à aujourd'hui. Donc ça peut être une des explications, mais sur les 200 personnes, ce n'est pas la seule explication. Il y a sûrement des raisons personnelles, et il y a aussi ce que représente le métier de domestique. Alors c'est un métier qui est en bas de l'échelle, mais c'est un métier aussi qui permet aux gens de partir. Vous retrouvez beaucoup ça dans les romans antillais. Je pense notamment à Joseph Zobel,
qui raconte dans la rue Cazenègre, il raconte en fait, c'est romancé, mais c'est l'histoire de sa famille, comment sa mère, qui était à un moment domestique, rêvait en fait que son employeur, qui était français, l'emmène en France parce que ça lui permettrait d'avoir un salaire et de faire un meilleur salaire et de faire venir son fils. Donc il faut voir à la fois le métier de domestique, évidemment, c'est une situation subalterne, mais aussi comme une possibilité, je mets ascension sociale entre guillemets, mais ça fait une promotion, c'est ça, pour ces femmes et ces hommes, ça représente ça. Au Canada, la situation, c'est ce qu'on appelle la crise de la domesticité, à mettre aussi entre guillemets, mais vous voyez les chiffres, donc on en a parlé encore ce midi avec Paul-André et Yves. Les femmes, en fait, travaillent beaucoup à l'usine où elles gagnent plus qu'en étant domestiques. Donc, il y a l'idée qu'on ne trouve pas, en fait, de domestiques. À nuancer, on trouve des domestiques, il faut voir quel genre de domestiques on veut. Et c'est là où on va arriver aux Canadiennes. Guadeloupéennes. Certaines sont devenues Canadiennes, finalement. Donc, par rapport à ce que disaient Agnès Calix et Ian Mackenzie, moi, je me suis posé la question de comment on part de la Guadeloupe en 1910-1911. Et en fait, c'est très important parce que Joseph Misaël-Autier, et ça c'est la conférence de 2020, c'était vraiment le début quand j'essayais de comprendre comment ça se passait. Donc j'ai beaucoup travaillé l'aspect juridique, comment on part, comment des Français rentrent, comment des Français des colonies rentrent, puisqu'en fait, donc la Guadeloupe est une colonie où il y a eu l'esclavage jusqu'à l'abolition en 1848. Donc à partir de 1848, c'est toute la population donc, qui est française, mais vous restez des sujets de la France. Donc je me demandais s'il y avait un passeport spécial, enfin comment elles ont pu partir. Et je me suis posé la question, pareil, comment on entre au Canada ? Et là, c'est très intéressant parce que j'ai trouvé donc, dans l'acte d'immigration 1908, qui est plutôt destiné en fait, à interdire la population asiatique, mais qui va avoir des conséquences en fait, sur les autres étrangers. On ne peut pas rentrer en fait, au Canada sans en fait, un voyage direct. C'est-à-dire qu'il faut en fait, pouvoir faire Guadeloupe-Canada directement. Or, à l'époque, ce n'est pas possible. En fait, le trajet, il y a bien des bateaux, mais il s'arrête en fait à New York. Donc le trajet, c'est Guadeloupe, États-Unis, et ensuite États-Unis, Canada. Et ça, c'est un premier élément important. Ça veut dire qu'en fait, juridiquement, elle n'aurait pas pu entrer. Et c'est là où je reviens au rôle de Joseph Misaël-Autier. Donc ce sont des recrutements privés, et lui a utilisé sa position d'ancien consul. Il avait beaucoup de relations. Il a contourné en fait la loi pour faire entrer en fait ces domestiques. Comment ? Donc c'est très important parce que il y a deux passages de frontières. Vous avez les États-Unis et Ellis Island, où c'est très, comme vous savez, très fermé, très codifié en tout cas pour rentrer. Donc il faut un certain montant qui est différent par nationalité, puisque les Américains ont peur que les gens deviennent des charges publiques. Et donc, il écrit, il y a toute une correspondance avec Ellis Island pour laisser passer ces domestiques. Et en fait, il justifie en disant qu'elles ne vont pas rester à New York. Elles ont un employeur canadien, je vais revenir là-dessus, qui paye le passage. Et c'est comme ça qu'on les laisse passer à New York. Donc, à part celles qui vont être déportées, qui vont, pour une raison ou une autre, souvent des maladies, elles vont être renvoyées. En fait, il montre qu'elles ne restent pas dormir à New York. Effectivement, le voyage se fait dès le lendemain, en fait, pour Montréal, en train. Et c'est donc toutes les photos que l'on a d'Augustus Sherman. Alors, finalement, heureusement qu'il y a ce passage à Ellis Island, parce qu'on a très peu, en fait, de photos, en dehors des photos privées. On a très peu de photos d'elle. On a très peu d'images d'elle. Donc, comme je dis, il faut pouvoir... ça paraît abstrait, des fois, quand on parle de gens. Et donc, même si... ce qui est dommage, on ne connaît pas les noms, c'est toute la question de l'usage des sources, mais on a ces photos donc, qui ont été prises par un fonctionnaire d'Ellis Island, Augustus Sherman, qui a fait plein de portraits. Ça, c'est le voyage du mois d'avril. Et donc, c'est une infime partie, elles sont plus de 50 arrivées à ce moment-là, donc on en a quelques-unes sur la photo. Encore celles-ci, donc ils sont aujourd'hui à New York, et puis il y en a aussi à la Bibliothèque du Congrès à Washington. Donc ce qu'a dit en fait Joseph Autier, c'est qu'elle ne reste pas. Et dans la presse canadienne, on retrouve en fait la publicité pour avoir des domestiques françaises. Et donc l'arrangement, c'est que l'employeur canadien paye le passage en fait de ces domestiques. Donc quand vous regardez les archives, et ça c'est important, sur les listes d'Ellis Island, vous avez en fait le nom de la personne qui a payé le passage.
Alors c'est intéressant, je vais en reparler, c'est le nom de l'employeur, mais des fois elle ne reste pas en fait chez la personne qui a payé le passage. Mais donc c'est important, donc ça permet de voir donc, le montant, donc c'est 85 $ pour le passage, un engagement de 2 ans à raison de 5 $ par mois. Et donc ce sont des femmes qui doivent partir de la Guadeloupe, rester 2 ans comme domestiques, elles ne peuvent pas faire autre chose. Et elles doivent en fait rembourser le passage avec les 5 $ qu'elles reçoivent. Ce que montre bien Agnès Calice dans son article, c'est justement la question de ce que représentent en fait les Noirs à ce moment-là au Canada en termes de main-d'œuvre bon marché. Et ça, c'est important justement pour ces domestiques. Pourquoi recruter des domestiques noires françaises, francophones ? Il y a notamment dans un fonds qui est à Ottawa, je vais reparler de l'enquête, des courriers qui ont été envoyés par les employeurs. Et ces courriers, ils permettent en fait de comprendre pourquoi en fait ils ont pris ces domestiques. Donc j'ai fait 2 choses, je les ai croisés avec les petites annonces. J'ai beaucoup travaillé en fait sur la presse, regarder les petites annonces donc avec les domestiques, et ça permet en fait de voir que au sein des domestiques, c'est une position subalterne, mais vous aviez une hiérarchie. Et elles, en fait, elles sont plus bas de l'échelle, notamment parce qu'elles sont payées 5 $. Une domestique britannique est payée 20 $. Et surtout, c'est quel genre de métier, à l'intérieur de fonctions, pardon, on vous fait faire comme domestique. Pour les familles les plus riches, vous avez quelqu'un qui s'occupe du linge, quelqu'un qui s'occupe des enfants, quelqu'un qui s'occupe des courses, etc. Elles sont bonnes à tout faire, en fait. Elles s'occupent de tout. Et elles n'ont pas de référence. En fait, quand on regarde les petites annonces, alors les plus recherchées, ce sont les domestiques britanniques. Et elles ont compris aussi qu'elles étaient recherchées. Donc elles ont des exigences en termes de... C'est intéressant, vous avez les demandes et les offres. Et quand on regarde les demandes, elles demandent facilement 20-25 $. Alors que ces domestiques noirs, d'abord elles arrivent, donc elles ne peuvent pas avoir des prétentions. Mais quand vous lisez, donc je vous ai mis un extrait, elles font des salons domestiques, sont douces et bonnes, et sont nécessaires car il est presque impossible de se procurer des domestiques de race blanche. Et vous avez plusieurs courriers où justement on vous dit que les domestiques blanches, alors il y a des domestiques, dans les recensements on trouve des Canadiennes françaises, on trouve des Britanniques, des Finlandaises, mais il est souligné que la domestique blanche, elle ne se laisse pas faire, elle veut prendre la place de la maîtresse. Donc qu'est-ce qu'on recherche ? Avec ces domestiques noirs, on va avoir des personnes qui sont en bas de l'échelle, malléables, à qui on peut faire beaucoup de choses, puisqu'elles arrivent. J'ai dans un rapport de police une des domestiques qui se plaint qu'on lui a volé que l'employeur, donc elle a voulu partir, et l'employeur retient sa malle. Donc en fait, elles sont vraiment dans des situations de précarité, comme étrangères ici. Donc il y en a certaines qui vont au refuge français, d'ailleurs, qui était près là où il y a les archives maintenant, à Vigier. Donc elles sont dans une situation où on les recherche parce qu'elles représentent une main-d'œuvre bon marché. Dans ce qu'elles représentent aussi pour ces familles canadiennes françaises, ce sont des domestiques qui sont catholiques. C'est une des exigences des employeurs. Il faut qu'elles soient catholiques, et c'est le cas de celles, en tout cas de celles qui sont recrutées. Est-ce qu'elles parlent français ? Moi, je nuance. On est fin 19e, début 20e. L'école, alors il y a les lois Jules Ferry, mais l'école obligatoire, ça c'est dans les textes, c'est pas encore ça. Donc beaucoup parlent créole, plutôt au quotidien, mais elles peuvent comprendre le français. Et puis c'est pas un français canadien, mais bon, elles peuvent comprendre. Il y a un employeur qui se plaint que la domestique comprend pas très bien ce qu'il dit, mais voilà, c'est globalement, en fait, c'est ça. Je regarde l'heure. Elles vont arriver à un moment, et c'est ce qui va notamment faire que les recrutements vont s'arrêter. C'est l'objet un des éléments de mon article. Parce qu'à ce moment-là, vous avez une immigration des Afro-Américains, particulièrement dans l'Ouest canadien, dans les provinces d'Alberta, Saskatchewan. Et il y a en fait des débats sur leur intégration que l'on trouve aussi, là je vous ai mis un extrait de l'Encyclopédie canadienne, mais on le voit beaucoup dans la presse. Et c'est un tel débat que ça vient en fait à l'Assemblée nationale. Et ce qui va se passer, c'est que
l'arrivée de ces domestiques va rejoindre ce débat dans lequel, au départ, elle n'était pas inclue. Et je reviens en fait sur cette enquête. Il va y avoir une enquête qui va être menée par le département de l'immigration en quelqu'un qui est très important dans l'histoire du Canada, qui est William Descott, qui a été superintendant du département de l'immigration au ministère de l'Intérieur pendant de très nombreuses années. Et selon ce que l'on lit, il aurait fait, entre guillemets, la pluie et le beau temps. Il a en fait lui-même, des fois, appliqué plus qu'appliqué des lois. Il a usé en fait de son influence, de son pouvoir. Et c'est très important parce que lui, il va donc se servir de cette arrivée. Donc c'est l'arrivée du mois d'avril. Donc je vous ai dit, le plus gros convoi de domestiques, c'est l'arrivée à Windsor, à Montréal. Et donc c'est un article qui paraît dans le journal La Presse le 7 avril, avec une photo. Et vous voyez ce titre, des voyageuses qui provoquent de l'émotion à la gare Windsor. Et à partir de là, il va en fait demander à la police de Montréal de mener une enquête pour savoir si ces personnes, ces femmes, ne viennent pas pour être prostituées à Montréal. Et il va, élément important, il mène trois actions en même temps. La première, donc, il demande à la police de mener une enquête. La deuxième, c'est qu'il va envoyer une lettre à chaque employeur des domestiques guadeloupéennes. Alors c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a une surveillance en fait de l'entrée de ces domestiques, en leur disant voilà, vous avez tel domestique, comment ça se passe, on parle en fait d'élargir ces recrutements, qu'est-ce que vous pensez de ces domestiques? Et c'est comme ça aussi que ça m'a permis d'avoir des renseignements sur ces domestiques. Et la troisième chose, c'est qu'il fait en fait, lui il vient de l'Est canadien, il fait un rapport qu'il va envoyer en fait au Premier ministre, à Wilfrid Laurier, où il parle en fait de cette immigration afro-américaine, en disant donc notamment qu'ils ne peuvent pas s'acclimater par rapport au climat, qu'il y a des voleurs, enfin toute l'imagerie qu'on a en fait sur l'immigré à leur arrivée, les maladies, les vols, etc. Et il va dire en fait quelque chose d'important. Il va parler en fait c'est un des rares moments où il parle de ces domestiques guadeloupéennes, en disant en fait qu'on a aussi dans la partie francophone une arrivée massive en fait de Noirs en parlant de ces domestiques. Et lui, il fait donc un rapport à Wilfrid Laurier pour dire qu'il faut stopper en fait cette immigration. Et c'est très intéressant parce que ça va à l'encontre de ce que veulent les employeurs. Donc dans l'enquête, en fait, aujourd'hui, on a 96 réponses, il y en a beaucoup plus de lettres, mais à part peut-être 5-6 lettres, globalement, les employeurs sont satisfaits de ces domestiques guadeloupéennes. Et eux, ils veulent encourager cette immigration, justement, parce que les autres Canadiens français, donc c'est essentiellement la petite et la moyenne bourgeoisie, des avocats, des médecins, des commerçants pour Montréal qui ont ces domestiques, mais elles sont aussi à Belleuil, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières, et il y en a 2 ou 3 à Ottawa. Donc c'est principalement le Québec. Donc la plupart, majoritairement, les employeurs sont contents. Et en fait, ils n'attendent pas de recevoir toutes les lettres. Ils n'attendent pas de recevoir toutes les lettres. Ils se servent de 2-3 lettres, justement celles où c'est plutôt négatif, pour les mettre dans son rapport. L'autre élément, c'est que la police de Montréal, après son enquête, dit qu'il n'y a aucune Guadeloupéenne qui est dans les maisons de prostitution à Montréal. Et en fait, lui, il dit que oui, en fait, il y a des Guadeloupéennes qui sont dans des maisons closes. J'en ai retrouvé, effectivement, mais bien après, pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait, donc, on a tout ce débat sur l'immigration des Noirs, mais qui touche en fait l'immigration des Noirs américains, pas celle-ci, donc notamment avec cette loi qui va être prise mais qui ne sera pas appliquée, le 12 août 1900, qui interdit donc l'installation des gens appartenant à la race noire au Canada, donc comme vous lisez, qui est considéré comme inadapté au climat et aux exigences du Canada. Et en fait, ce qu'il va dire par rapport aux domestiques guadeloupéennes, c'est qu'elles sont noires, donc au fond elles ne gênent pas, mais si on les laisse entrer, alors que l'on veut fermer l'immigration aux Noirs, on laisse entrer des Noirs. Et donc il stoppe véritablement les recrutements, il demande 5 minutes à ce qu'il n'y ait plus de domestiques. Donc dans celles qui restent, il y a diverses trajectoires, donc celles qui sont déportées, rapatriement, celles qui restent vivent au Canada,
qui décèdent ici ou qui partent ailleurs. Et dans les quelques minutes, mais j'ai quand même pris quelques minutes, je vais vous parler donc de Pauline Firmier-Rameau, donc qui fait partie de celles qui restent. Donc j'ai plusieurs trajectoires, mais évidemment, je voulais mettre à l'honneur la grand-mère de Giovanni, puisqu'on a eu ces échanges, et surtout qui m'a permis d'avoir des photos. Donc j'ai plusieurs en fait portraits de domestiques comme ça, qui ont fait et j'en parlais avec Caroline, donc plusieurs studios à Montréal, mais on ne retrouve pas les originaux, mais des gens donc là c'est des archives privées que j'ai eues. J'ai plusieurs photos comme ça de portraits qu'elles ont fait entre 1911 et 1910. Donc voici Pauline. Donc je vais vous parler en 5 dates clés. Donc d'abord d'où elle vient. Elle vient en fait de la Côte-sous-le-Vent, donc je vous ai mis Pointe-Noire en violet, donc c'est la commune d'origine, et plus particulièrement s'il y a des Guadeloupéens dans la salle qui connaissent, elle vient en fait du quartier des Plaines. Donc un quartier qui est plutôt rural à Pointe-Noire. Elle arrive, donc ça c'est elle est née en 1891, elle est née le 7 mai 1891, et elle vient en fait d'une famille qui à l'époque en fait est déjà aisée au regard de ce qu'est l'histoire après, et notamment immédiatement après l'abolition de l'esclavage, puisque son père est propriétaire et son grand-père était déjà propriétaire cultivateur. Ses parents sont mariés, là aussi j'insiste sur ça parce que ce n'est pas le plus commun dans la population noire à ce moment-là en Guadeloupe. Donc elle vient d'un foyer, elle est enfant légitime et elle a plusieurs frères et sœurs donc au moment où elle part. Elle arrive, donc là c'est la liste des passagers où elle est dessus. Elle arrive en fait en 1911 dans le convoi du mois de juin. Et Agnès Calix et Ian Mackenzie se sont arrêtés au mois d'avril. Ils n'ont pas vu en fait qu'il y avait des convois après. Il y a des convois en fait jusqu'au mois de novembre. Et donc elle arrive avec le convoi du mois de juin et elle est celui qui paye son voyage, c'est le docteur Olivier Tourini de Trois-Rivières. Mais quand vous regardez le recensement, elle ne reste pas chez lui. En fait, les domestiques sont déplacés. Si ça ne convient pas à la famille, elles sont déplacées parce que l'objectif, c'est de rembourser le billet, de rembourser les $85. Donc ensuite, elle va dans la famille de Belle-Île-Célina, qui est une famille, en fait, ce sont des notables de Trois-Rivières. Donc la première partie de sa vie, de sa vie au Canada, c'est à Trois-Rivières. Comment on apprend des choses sur elle? Eh bien, c'est grâce à la famille Ouyani. Je prends encore mes 5 minutes. D'abord, avec le fils, donc je parlais de gens célèbres. Voici le fils de Pauline Rameau. Elle a eu 3 enfants, un garçon Louis et 2 filles, Blanche et Berthe. Je parle sous le contrôle en plus de la famille Ouyani. Et lui, Rameau, en fait, c'est un peintre. Alors la célébrité, est-ce qu'elle est aujourd'hui? Il faudrait être sur Insta, mais à l'époque, il est célèbre. On a beaucoup d'articles. Donc il a fait l'école des Beaux-Arts, notamment. Il est célèbre aussi parce qu'en fait, il a participé à la Deuxième Guerre mondiale dans l'infanterie française. Et il a été prisonnier des Allemands. Et il y a plein d'articles sur les Canadiens en fait, qui participent à la guerre et qui sont prisonniers. Donc il y a un article sur lui et sur d'autres personnes. Et en fait, il est aussi célèbre parce qu'il vit de la peinture. Et ça, c'est un élément important. Il y a un article très intéressant et qui permet en fait de parler de Pauline, qui paraît en fait Donc il est aussi dessinateur. On retrouve des dessins de lui dans la presse, La Petite Patrie, Le Devoir. Et il y a un article en 1955. Je vous lis un extrait. « Pourquoi vous parlez du peintre montréalais Louis Rameau ? Cet artiste vit uniquement de la peinture depuis 1947, phénomène qui, au Canada français, mérite d'être souligné comme il convient, n'est-il pas vrai ? Louis Rameau est un homme de couleur. Il parle pourtant un excellent français. Le mystère s'explique quand on sait qu'il est né le 23 novembre 1917. Il y a une erreur sur la date, en fait, il est né en 1916, à Ottawa, d'un père français et d'une mère guadeloupéenne. » Donc, en lisant, en fait, tous les articles sur Louis Rameau, j'ai pu avoir des informations que je n'avais pas en fait sur son père et sa mère parce que lui parle de ses parents dans quelques-uns de ses articles. Et il y a un article en fait où on comprend que le journaliste a interviewé en fait Pauline Rameau. Et elle dit « Louis est venu au monde un pinceau à la main, pour ainsi dire », nous souligne Madame Rameau. Un jour, lui avait 5 ans, nous l'avons surpris en train de barbouiller les murs de la maison de toutes sortes de dessins que l'on qualifierait aujourd'hui de futuristes ou d'abstraits, nous gaspillant pour une vingtaine de $, de peinture réservée pour le ménage. Alors, je ne sais pas si textuellement elle a dit tout ça, les journalistes ont leur manière d'écrire, mais en tout cas, on comprend qu'il l'a interviewée. Et donc, c'est ça qui est important, parce qu'on n'a pas beaucoup la parole de ces femmes. Et donc, voilà. Alors,
l'autre date importante, dans mon 1917, elle s'est mariée donc avec Gustave Rameau, donc d'où le deuxième nom, qui est un Français. Alors c'est vraiment intéressant dans ce programme 3 siècles de migration francophone. C'est un Français qui est né à Lille et qui vient au Canada. Alors probablement il est veuf en 1902, donc il vient après au Canada. Et c'est grâce encore aux interviews que fait lui Rameau. Donc lui, il dit en fait que ses parents se sont rencontrés en 1914 à Ottawa. Et donc il se marie en 1917 à Ottawa. Et la suite donc m'a été racontée par un autre artiste célèbre de la famille Luiani, donc Giovanni Luiani qui est là, et Federico Boris Luiani, le petit-fils et l'arrière-petit-fils que vous allez découvrir tout à l'heure. Donc ils sont des gens du spectacle qui ont notamment créé l'école du cirque, c'est ça, voilà, qui ont eu, donc on parle de célébrités, des timbres à leur effigie, ce qui n'est pas banal. Donc voilà, ce sont les petits-fils, donc petit-fils, arrière-petit-fils de Pauline Rameau. Et donc c'est Giovanni qui m'a raconté donc que Pauline Fémier-Rameau, je termine sur ça, a incarné Aunt Jemima. Alors, je sais qu'au Canada, comme en France, mais bon, c'est un peu moins en France, il y a tous ces débats ou ces questions sur l'utilisation de certains mots, de marques. Donc, Aunt Jemima, donc c'est une marque, comme vous le savez, qui a disparu en 2020. Mais comme historienne, c'est important d'en parler parce que, on ne refait pas l'histoire. Et si on ne parle pas, en fait, de ces personnes, on les efface doublement, même triplement, comme noires, comme femmes, et là, comme domestiques. Donc, en fait, comme vous savez, donc, très rapidement, c'est une marque qui est née aux États-Unis, et au départ qui s'appelait Pearl Marlin Company, ensuite qui a changé de nom, qui s'appelait Quaker Oats Company. Et donc, ce qui est important avec ça, donc, ce sont des personnes, notamment Nancy Green, donc, qui ont incarné Aunt Jemima. Et on voit plutôt, quand on regarde sur Internet, on voit plutôt des Américaines, en fait. Mais avec... j'ai oublié de mettre... Il y a une photo aussi d'Aunt Jemima à Gatineau, ce que j'ai oublié de mettre. Ce qui est important à dire, c'est que la Quaker Oats Company a fait en fait une tournée au Canada. À partir de notamment les années 1947-1951. Et dans la presse, vous trouvez beaucoup de publicités pour montrer donc, que ces personnes viennent justement en personne. Donc, dans la presse, vous avez la publicité donc, des photos, du sirop, de la farine pour faire les pancakes. Mais vous avez donc les Aunt Jemima qui viennent en personne. Et donc pourquoi, et je termine vraiment là-dessus, Pauline Rameau, en fait, en 1948, il y a une nouvelle tournée qui commence en Ontario. Et donc, c'est Vera Marshall, dont je n'ai pas trouvé la photo, qui va incarner Aunt Jemima. Et en fait, on recherche une francophone pour incarner Aunt Jemima. Et c'est Giovanni qui m'a donné la réponse. Mais il y en a probablement d'autres, c'est aussi ce que je vais essayer de découvrir. Et voici donc Pauline. Donc, c'est une photo que m'a transmise Giovanni, qui m'a permis de vous montrer. En fait, elle est en 1949. Son nom, alors c'est pas son nom, mais on sait que c'est elle, dans la presse, où on dit « Les enfants de 5 à 8 ans ne manquent pas de profiter de l'invitation de la bonne grosse tante Jemima, une noire des colonies françaises, qui distribue avec largesse d'excellentes crêpes. » Et cette noire des colonies françaises, en fait, c'est Pauline Rameau. Et jusqu'en 1951, sans la nommer, on la retrouve en fait des articles en rappelant, on dit une Guadeloupéenne ou une noire des colonies françaises. Et donc pour la dernière date, elle est morte en 1965 et donc on trouve aussi sa nécrologie, une photo d'elle dans la presse. Et donc c'est intéressant de voir qu'elle a les lieux, donc Pointe-Noire, Trois-Rivières, Ottawa, Montréal, qui sont les lieux de sa vie. Elle est revenue 2 fois en fait en Guadeloupe. Probablement, ça c'est quelque chose que je devrais aller revoir aux archives en Guadeloupe, peut-être pour le décès peut-être d'un de ses parents, mais voilà, elle est revenue 2 fois, notamment à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et puis donc ma phrase de conclusion, ce serait la deuxième fois où je suis venue, j'ai parlé en fait des familles canadiennes françaises, mais j'avais aussi parlé des domestiques. Mais pour vous dire à quel point c'est important, en 1913, William D. Scott il reçoit encore des courriers où on veut encourager une immigration noire, notamment de la Jamaïque. Et en fait, il refuse en se servant de l'exemple des domestiques guadeloupéennes, en disant voilà, on a eu une expérience malheureuse, donc voici. Et
termine en disant donc le slogan de cette année, c'est tout ce que nous sommes. Et dans tout ce que nous sommes, c'est tout ce que nous savons sur nous. Voilà, je vous remercie. Ou sur les Noirs. J'imagine que vous êtes fascinés parce qu'il y a un silence dans la salle. Alors j'invite maintenant le président du conseil d'administration de la Table ronde du mois de l'histoire des Noirs, qui est aussi directeur de Youth Emotion, intervenant médiateur à Bump, directeur du club Énergie, monsieur Michael Farkas. Et Michael va faire une petite entrevue et poser quelques questions, entamer la période des questions. Merci. Oui, bonjour à tout le monde. Merci. Est-ce que vous avez apprécié à date? Beaucoup, hein? Ça, comme Nadia dit, ça a subjugué, ça nous a tous subjugués, puis on a plein de questions. Moi, je vais en poser juste une ou deux, puis après ça, je suis sûr qu'on voudrait rencontrer aussi la famille, et puis il y aura peut-être d'autres questions. Moi, j'ai pensé en regardant ça, mais merci Monique, bienvenue encore une fois. C'est la 3e fois qu'on est ensemble, comme tu l'as si bien décrit. D'abord la découverte en 2020, ensuite la compréhension d'événements, et nous voici avec plus précisément les gens, c'est les personnes qui ont marqué, qui ont été ces femmes qui sont venues de la Guadeloupe. Alors là, on a quelques exemples. On a un très bon, puis on a la famille ici présente. Alors, j'ai hâte d'entendre quelques témoignages d'eux. Je te demanderais, tu en as parlé un peu, des femmes noires francophones comme domestiques. Est-ce que c'est parce que c'est le contexte du Québec qui fait qu'elles pourraient mieux travailler pour les gens qui étaient surtout francophones? Et puis, oui, est-ce qu'il y a une raison pour ça qu'on préférait avoir des femmes d'outre-mer, comme on dit? Alors d'abord, il y avait des domestiques noirs, mais dans la partie anglophone, il y a notamment des musées, on en parle, des photos au musée McCord. Donc ce ne sont pas les premières noires domestiques, évidemment, qui sont là. Je pense aussi, et en ayant travaillé avec Yves et Frenette et Paul-André Linteau, que à ce moment-là, la bourgeoisie canadienne-française veut aussi copier ce que fait les anglophones qui ont des domestiques. Donc domestique, ça montre aussi votre niveau social. Moi, je suis quand même... intriguée, c'est pas le mot, mais pourquoi accepter des domestiques noirs? Alors, ça vient surtout, moi, ce que j'ai noté, il y a un réseau, et ils se connaissent, la plupart, ces Canadiens français se connaissent. Ils se connaissent, en fait, du séminaire de Saint-Hyacinthe. Donc, ça se fait aussi plus par bouche à oreille. Il y a la presse, mais ça se fait beaucoup par bouche à oreille. Et ils se connaissent beaucoup. Il y a 2 villes qui sont importantes, c'est Belleuil et Saint-Hyacinthe. Là, c'est vraiment la notabilité qui ont les premières domestiques et ensuite qui se retrouvent. Et comment je vois ça? J'ai beaucoup travaillé sur la presse, qui est une source que j'avais presque oubliée comme historienne. J'ai beaucoup épluché les mariages et les nécrologies. Et dans les mariages et les nécrologies, on voit qui vient. Et en fait, je retrouve en fait ces familles canadiennes françaises. Donc, pénurie, crise de la domesticité, comme je dis, je le mets entre guillemets, parce qu'il y a, si on veut, des gens qui parlent français, il y a des Canadiennes françaises, il y a des filles, des fermes qui sont là. Il y a aussi, il ne faut pas sous-estimer l'exotisme. Ça, je l'ai vu aussi à Paris dans les années 20. En fait, c'est à la mode d'avoir sa domestique noire. Donc, probablement, mais je ne veux pas faire parler des archives que je n'ai pas vues, mais ça fait partie des hypothèses. Puis comme tu as si bien exprimé, on les garde plus dociles aussi, on veut les contrôler. Est-ce qu'il y en a qui les ont renvoyés? Oui, parfois, il y a eu notamment des enquêtes de police. Il y en a une qui se réfugie donc, à la Maison française. Et en fait, il y a vraiment cette main-d'œuvre bon marché. Parce qu'il y en a, donc c'est $5, mais dans les faits, il y en a qui ne sont pas payés $5.
Donc c'est ça. 5 $ pour 5 $ pour un mois. Et en pour fait, il y en a un qui mois. n'ont pas. Ça, c'est Et, quand il y a et leur trajet coûtait 85 $ en partant. ça, c'est le passage, ce que payent les employeurs pour les faire. Mais elles doivent le rembourser. Oui, il faut rembourser. Imagine-toi. Il faut rembourser à la personne qui vous a avancé le voyage. C'est pour ça que celles avec qui ça ne se passe pas bien, elles sont déplacées, mais il faut qu'elles remboursent quand même. Et puis, pour combien de temps, d'habitude, le contrat était fait pour... C'était fait pour 2 ans. Alors, il y a, à la fin de l'année 1911, il y a un procès, c'est celui de Marie Dédé. Donc, c'est une domestique qui a déserté, qui est partie chez son employeur. Et malheureusement pour elle, son employeur est un avocat. Il porte plainte. Elle est arrêtée. Et il y a un procès. Et c'est lors de ce procès qu'on découvre, en fait, que la plupart n'ont pas de contrat. Et donc, du coup, ça aussi, ça met fin au recrutement. Donc, en fait, on demande à ce qu'elle soit renvoyée. Enfin, alors, c'est toujours intéressant parce que le Canadien utilise le mot déporté. Avec ma culture française, c'est pas un mot qu'on utilise à part pour la Seconde Guerre mondiale. Donc, au départ, j'ai eu du mal à utiliser, mais c'est vraiment le mot qui est inscrit au niveau législatif dans les courriers d'administration. Donc, on demande à ce qu'elle soit déportée dès 1912. Mais en fait, alors, la plupart repartent en 1912, mais vous avez toutes celles qui restent et qui finissent leur contrat. Il y a des rapatriements. Alors après, il y a la guerre. Donc à partir de 1915-1916, il y a des rapatriements en fait. Okay. Mais une des raisons aussi qu'elle retourne, c'est qu'elle ne pouvait pas... C'est l'hiver, le froid, ou bien... Est-ce qu'il y avait des raisons où qu'elle manquait carrément leur famille aussi? Ah, c'est possible. Le froid, pour y avoir expérimenté, oui. Alors il y en a certaines qui ont des problèmes de santé. Il y en a 2 qui sont internées dans un asile. Et là, c'est William Descott qui demande à ce qu'elle soit déportée. Pour ne pas être une charge publique en fait. Il y a celles qui restent, et comme j'ai dit, j'en ai retrouvé dans des maisons closes, dont 2 sœurs, ça m'a beaucoup ému. Et puis, il y en a qui sont emprisonnées aussi, et donc après, on demande à ce qu'elles ne restent pas à Montréal. Oui, réellement, comme... c'est que l'employeur, lui, finalement, est-ce qu'on peut parler en anglais, on dit sponsorship, un parrainage? Est-ce qu'il y a une forme de parrainage? Dans le sens, est-ce qu'ils sont responsables, les notables, de ces personnes, de ces domestiques, pendant le temps qu'elles sont ici? Ils sont responsables, en tout cas, le temps du trajet. Il ne faut pas qu'elles soient une charge publique ni à New York, ni en arrivant à Montréal. Donc oui, ils sont responsables d'une certaine manière. Et c'est pour ça qu'on a cette photo que j'ai montrée. Ils viennent les chercher à la gare de Windsor. Donc elles ne doivent pas... traîner. Oui. J'ai vu aussi, quand tu parles de l'île de Ellis Island, qui est quand même... premièrement, elles ne peuvent pas s'échapper d'une part de cette île. Et il y avait déjà comme une grosse forteresse. Est-ce qu'elles étaient gardées dans cette forteresse, d'après toi? En fait, les voyageurs de 3e classe, il y a tout le contrôle sanitaire. Donc, en fait, elles sont contrôlées. Et c'est là qu'il y en a certaines, d'ailleurs, qu'on renvoie. C'est une quarantaine, voilà, comme oui, elles sont mis en quarantaine. On s'assure qu'elles n'aient pas de... Même s'il y a le fait qu'elles ne restent pas et qu'elles vont au Canada, on s'assure qu'elles n'aient pas de maladie. Donc, elles sont, en fait, contrôlées. Et la photo que l'on a d'Augustus Sherman, je pense que c'est au moment, justement, où il y en a certaines qui doivent être en train d'avoir la visite médicale. Et puis, parce qu'il a pris qu'une infime partie, en fait, du groupe. OK. Pas tout le monde a pu passer. Alors, ça nous amène à ce personnage, cette personnalité, Pauline Firmiez-Ramon, comme on dit. Alors, le deuxième nom, c'est son nom de famille. Le premier, c'est son nom de jeune fille. De jeune fille, c'est ça, Firmiez. C'est son nom comme épouse. Et ça nous amène à... oui, qui t'ont réellement ouvert la porte. Et puis, mais alors, elle, comment est-ce qu'elle a pu se distinguer comme ça pour finalement le contrat fini chez son employeur? Et comment est-ce qu'elle continue à faire sa marche? Et naturellement, ça va être plus à vous peut-être la réponse, mais l'intermariage. L'intermariage. Ça. Peut-être que Giovanni, Sylvain, on va le présenter. Oui, on l'applaudit un peu. C'est le fils de Blanche, la fille de Pauline Rameau, l'une des filles, qui est deux filles. Voilà. Alors, ce que je vais vous dire maintenant, c'est ce que j'ai appris au cours des années, mais ma grand-mère, quand elle est arrivée ici en 1911, elle a travaillé comme domestique à Trois-Rivières, ce que j'ai appris avec les recherches de Monique. Mais après ça, elle s'est rendue à Ottawa.
Puis c'est à Ottawa qu'elle a rencontré son futur époux, M. Rameau, Gustave, qui lui était veuf depuis 1902. Et puis, d'ailleurs, j'ai d'autres documents que je n'ai pas fournis, mais ma grand-mère, disons que quand elle a eu ma mère, elle n'était pas encore mariée avec, ils ont resté ensemble. Et puis, c'est en 1917 qu'ils sont mariés officiellement. Alors... Ta mère était déjeunée, c'est ça que tu dis? Oui, ma mère était déjeunée, oui. C'est ma sœur, Denise, qui demeurait à Ottawa, qui travaillait pour le gouvernement, puis elle avait sorti les documents de mariage. Comment ils étaient perçus pour l'époque? Un couple comme ça? Bien, c'est justement ça, c'est que, vous savez qu'au Québec, il y a beaucoup de gens qui vivent en commun avec d'autres personnes qui ne sont pas mariées. D'ailleurs, on l'a appris avec le procès concernant le propriétaire du Cirque du Soleil qui était poursuivi. La liberté, quoi. Oui, la liberté. Ça se fait que c'est lui qui a mis les femmes en arrière de 50 ans parce que, encore au Québec, c'est pas comme en Ontario où c'est que tu demeures avec une personne, puis 2 ans plus tard, bien, tu es considéré comme marié même si tu n'as pas été à l'église ou à l'hôtel de ville. Alors, ils se sont mariés à Ottawa ou au Québec? Ils sont mariés à Ottawa. À Ottawa. Ça facilite déjà. Ben, le fait qu'ils soient mariés, que ce soit ici ou là-bas, ils sont reconnus comme mariés, ben oui. comme époux et épouses. Mais est-ce qu'ils avaient des problèmes? Est-ce que tu as eu connaissance souvent qu'ils avaient des problèmes, qu'on riait d'eux, qu'on les insultait dans l'espace public? Est-ce que tu as eu ou bien ça s'est bien passé? Disons que leur vie n'a jamais été racontée à nous. C'est parce que mon père, lui, il venait de ses origines. Il est né à Montréal, malgré qu'on disait toujours l'Italien qui vient, il retourne tous les ans chez vous, mais il était né ici en 1913, ma mère en 1915. Puis en 1900, quand il y a eu la Première Guerre mondiale, le roi en Italie, Umberto, avait demandé aux Italiens de retourner pour défendre la mère patrie. Alors, lui, il est parti, puis ça a été, je pense, 1 an plus tard que son épouse est partie avec mon père, puis son frère, qui était né également au Canada. Puis à l'âge de 17 ans, mon père, il était en Italie, c'est là qu'il est revenu au Canada. Il est resté chez son oncle, puis il était tailleur de pierre. Mais ça, c'est une autre histoire, parce que sur le côté des Italiens, c'est complètement différent. Et puis... mais on n'a jamais eu de problème dans le sens que nous autres, on aimait bien notre grand-mère parce que quand elle venait nous voir, surtout à l'époque, je m'en souviens, des années 40, à chaque fois qu'elle venait nous voir à la maison, elle nous donnait chacun un petit 2 piastres. C'était une fortune dans ce temps-là. Un cornet coûte 5 cents. Ça se fait que je ne sais pas si on était content de l'avoir ou si on l'attendait après le 2 piastres, mais c'est un compromis. Un mélange des deux. Bon, OK, vous étiez tireur de pierre ou cancer de pierre du côté italien, mais on dirait qu'un côté réellement très culturel, artistique aussi. Est-ce qu'elle-même est-ce qu'elle dansait dans ses temps libres ou qu'est-ce qu'elle aimait faire? Ma grand-mère? Oui, ta grand-mère, parce qu'on voit que dans les enfants, il y a réellement, on a entendu qu'ils étaient artistiques. C'est des brides, comme on me dit. On ne la voyait pas souvent, mais quand on la voyait, c'était vraiment une occasion spéciale. Elle avait une expression que quand elle contait des histoires, elle disait « Et pour finir mon histoire », c'est sa parole, c'était « Pour finir mon histoire », et puis, elle était son verbe était... bien, quand elle faisait Aunt Jemima, par contre, elle passait à la radio. Et puis là, ben, il l'interviewait. Puis là, elle leur disait, vous savez, des crêpes, vous pouvez prendre une banane puis mettre des tranches dessus, ça fait une crêpe aux bananes. Ou vous pouvez rajouter des confitures. Puis elle rajoutait des choses. Elle aimait parler, puis elle aimait communiquer. Et puis aussi, elle avait un autre côté, c'est qu'elle était voyante. Alors, elle lisait dans le thé. Ça se fait que, là, elle nous préparait un thé, puis là, ben, chacun de nous, elle nous disait ce qui n'était pas arrivé, ou ainsi de suite. Je sais que mon frère Michel, il adorait ça, parce que lui, quand il demandait à grand-maman, tu sais,
il voulait savoir des choses, puis il insistait, surtout avec ma mère, parce que ma mère faisait la même chose. Alors, notre mère, quand elle tirait au thé, des fois, mon frère pouvait prendre 4 tasses de thé cette journée-là. Il fallait que ça change. Ah non, c'est pas ces numéros-là, je vais avoir. Puis ainsi de suite. Wow. Est-ce qu'elle vous a... Son français était quand même un français... Elle était un très bon français. Très bon français. Oui, elle parlait un bon français. Et puis, j'ai appris un peu son caractère parce que j'ai eu l'occasion avec mon fils d'aller en Martinique, à Fort-de-France. C'était justement pour la célébration de leur fête annuelle, le 14 juillet, c'est ça? Et puis, quand on était là, on avait rencontré une démonstration qui avait été faite un soir, ça s'appelait la bastonnade, où c'est qu'une femme, après un balai, puis elle commence à se défendre avec. Là, j'ai compris que les gens là-bas, ils ont un certain caractère. Ça veut dire, tu ne leur pileras pas ses pieds. Puis là, ma grand-mère était de même. Elle avait zéro tolérance. Elle veut dire, elle exprimait sa pensée, elle était franche. Et puis même, j'ai eu une opportunité quand j'étais plus jeune, c'est que vers l'âge de 14-15 ans, j'avais commencé à travailler le soir dans des cabarets. Et puis ma grand-mère, après qu'elle a fait sa tournée... Cabaret, c'est que toi, tu étais artiste. Oui, à Montréal, oui. Elle a travaillé au Café de l'Est. Et puis elle était Madame Pipi. Alors, il y avait les toilettes des femmes, les toilettes des hommes, mais c'était payant, ce temps-là. Parce que les gens, ils rentraient aux toilettes, puis ils avaient besoin... Ta grand-mère faisait ça? Oui, elle a fait ça à la fin. C'est demain qu'elle payait ses voyages pour aller en Guadeloupe. Et puis... Son rôle de Anne Jemima, est-ce que ça l'irritait ou elle en était fière de pouvoir représenter la compagnie? Et est-ce qu'elle faisait les crêpes aussi elle-même? Oui, elle faisait les crêpes elle-même. Ce qui était étonnant, c'est que je pense que c'est la première femme de couleur qu'ils ont vue dans le lac Saint-Jean. Et puis, j'ai des photos d'elle dans des... Elle allait à la grosserie, des petites grosseries, puis là, il y avait comme vous avez vu l'annonce, là, tu sais, venez voir la négresse, puis c'est tout de suite. Puis le monde était fasciné. Et puis, ce qui est plus étonnant, c'est que dans certaines grosseries, quand elle arrivait pour travailler là, il y avait des gerbes de fleurs qui l'attendaient. Parce qu'il y en a bien qui disaient, elle disait, pareil comme la femme, ça boîte, là. Oui, mais elle a vieilli, hein, c'est ça, elle a changé un peu. Ça se fait que... Elle était vraiment reconnue. C'était pas juste quelqu'un comme quand tu vas chez Costco. Goûtez-y, monsieur. C'est qu'elle jouait un rôle, mais elle était consciente d'un certain... que ça prenait... Elle était aussi là pour entertain le monde ou pour... Ben oui, je sais qu'il y avait des endroits, il y avait des bûcherons qui achetaient ça à caisse. C'était 19 cents la boîte. Juste le fait de la voir, parce que ça venait d'elle. Là, puis au Québec, ils n'appelaient pas ça des crêpes. Bien des places, ils appelaient ça des plugs. Tu sais, si ça colle sur la couverture, tu mets une crêpe, tu mets une plug, ça va arrêter. En tout cas, écoutez, c'est simple comme tout. C'est rien qu'à rajouter de l'eau. Il y en a qui mettent du lait, puis ainsi de suite. Ça se fait que... Non, ça a été immensément populaire, là, ce produit-là. Wow. Et puis quand tu as vu que Monique a pu retracer l'histoire des domestiques guadeloupéennes, quand on voit que puis ensuite, toi, tu fais le contact avec elle. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ça touche un peu votre orgueil ou votre fierté au point de vue famille? OK, peut-être... oui, viens. Bon, je vais te passer. C'est la dernière question, parce que Nadia, elle me regarde. Hein? J'ai demandé si ça touchait votre fierté, votre orgueil, quand cette histoire est rafraîchie aujourd'hui par Monique, par le travail de Monique et puis tout ça. Comment tu te sens là-dedans? Bonjour, moi c'est Bettina, la petite fille de Giovanni. J'avais aucune idée. Je ne savais pas comment attendre. Je ne savais pas notre histoire non plus familiale tant que ça. On m'en parlait, mais je pensais que c'était une joke quand j'étais petite parce que, tu sais, avec la couleur de ma peau, moi, quand on me dit qu'on a qui est sur la boîte d'Anne Jemima, bien, c'est notre famille. J'avais aucune idée. Je pensais que c'était des jokes. Oui, mais moi, je pensais que c'était pas vrai, là. Tu sais, on s'entend-tu? Je disais ça à l'école, mais les gens ne me croyaient pas, puis moi non plus. Puis là, de voir vraiment notre histoire, je trouve ça très touchant et impressionnant. C'est vraiment beau. Puis je savais pas ça, grand-papa. Tu me parles de plein de choses, mais tu m'avais pas conté ça. Fait que je suis très contente. C'est un beau projet que vous avez fait. Donc, merci.
Alors, le mot de la fin, je vais laisser à Monique et à Nadia, à moins que tu voudrais rajouter quelque chose. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais nous rajouter? Oui, oui, viens. Oui, le fait, ça aussi. Ton nom aussi. Frédérico Boris Giuliani. Deux choses. La première, je l'ai dit pour ne pas l'oublier tout de suite. En fait, ma sœur, Juliana, elle fait exactement comme son arrière-grand-mère et sa grand-mère. Ma sœur, elle fait de la voyance, c'est son métier. Elle a commencé avec la tédomancie, qui est la lecture de feuilles de thé, puis tout ça. Elle a son émission sur le web et tout ça, puis elle fait très bien ça. Donc, elle reprend ce que sa grand-mère et son arrière-grand-mère, quand on était petits, notre grand-mère... on voyait notre grand-maman blanche tous les dimanches, puis c'était un temps pour connecter avec nous. J'imagine, on avait un petit 10 minutes avec elle, l'autre, tout ça, ça nous gardait plus calmes aussi. Tout ça, c'est quand même une famille particulière et mouvementée, là. Et ma sœur a vraiment été plus vers ça pour apprendre. Ma grand-mère lui a enseigné. Il y avait une autre chose, c'est ça? Oui, puis la deuxième chose, moi, c'est une famille, en fait, tu sais, là, on parle de multiculturalisme et tout ça. Je ne savais pas c'était quoi vraiment, parce qu'à l'âge de 15 ans, j'ai remarqué que ma grand-mère était métissée, tu sais, et que mes tantes, mon père est blanc, puis mes tantes, Gloria et Denise, dont le vrai nom était Albina, elles étaient métissées, mais foncées. Et donc, on est tout le monde ensemble à Noël. Puis, et ma tante Gloria a marié un Jamaïcain, donc j'ai des cousines qui sont métissés, mais beaucoup plus foncés. Puis c'est tout un éventail à la maison. Puis, c'est quand tu l'as su, finalement, que... j'ai remarqué, éventuellement. Oui, mais tu as posé des questions? Oui, mais tu dis, il y a des traits et tout ça, puis, mais on ne savait pas... on a vécu... Pas? Non, c'est comme si, elle est noire. Ah, je n'avais pas remarqué. C'est vraiment un truc là, qui est anecdotique, là, mais tout ça. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Alors, Monique, est-ce que tu voudrais revenir? Je pense qu'on se doit que tu clôtures ça un peu. Alors, comme en guise de... moi, je dirais qu'on aimerait bien te revoir une quatrième fois dès que tu auras un autre pan de cette très belle histoire qui reste encore tout à l'heure, j'ai entendu parler d'une certaine dame, Mme Sinclair, là, et tout ça. Stéphanie Sinclair, qui n'est pas martiniquaise, comme c'est écrit dans certains romans. Elle est guadeloupéenne, elle fait partie de ses domestiques, elle est du Moule et elle va à Terrebonne. Alors, moi, je suis martiniquaise, mais ce n'est pas de faire Martinique-Guadeloupe. C'est-à-dire que si on dit qu'elle est martiniquaise, on ne l'inclut pas dans un événement historique qui est important. Et pourquoi elle devient... Alors, une des raisons, elle est connue comme Gang of Harlem, c'est parce qu'elle traverse, en fait, la frontière. Elle ne revient pas en Guadeloupe. En 1912, en fait, elle part et moi, j'ai la trace administrative. Elle quitte le Canada, traverse la frontière et va à New York. Et c'est comme ça qu'elle va démarrer sa carrière de gangster. Mais le départ, c'est parce qu'elle part avec ses domestiques. Voilà. Il y a peut-être des questions dans le public. Elle est dans ce groupe de domestiques. Oh, de domestiques. Elle arrive au mois de juillet. D'accord. Avant, peut-être si vous avez une ou deux questions, je voudrais vous dire donc l'importance des archives privées. La notion d'archive est toute personnelle. Et vous voyez, il y a cette partie-là, en fait, il ne faut pas croire qu'on trouve tout dans les archives. J'ai aujourd'hui, grâce à... c'est aussi les conférences, des gens qui m'ont envoyé des photos. Ils ne connaissaient pas non plus, ils avaient entendu dans la mémoire familiale, il y avait quelqu'un qui était parti au Canada. Et finalement, ils ont des photos, il y a même quelqu'un qui a une lettre. Et tout ça, en fait, donc, j'espère pouvoir écrire un livre cette année, c'est aussi leur rendre hommage. Donc, c'est pas que... Pour moi, c'est vraiment diffuser une histoire qui est importante et qui est méconnue aussi bien au Canada qu'en Guadeloupe. Je suis allée en Guadeloupe l'année dernière et les gens ne connaissaient pas, en fait, cette histoire. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires avant de clôturer. Oui, là-bas, oui, allez-y. Ah, c'est Clara. Viens, Clara. Merci. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait certaines des domestiques qui avaient pu avoir la nationalité canadienne. Et je me demandais si vous pourriez parler un petit peu plus du processus légal
d'acquisition de la nationalité, c'était comment, sachant que William Scott était vraiment très contre Elles leur ont eu la présence? nationalité, mais bien après, hein, dans les années. D'accord. Oui, oui. Alors certaines se sont mariées. Il y en a une notamment qui est mariée avec un porteur, un noir américain. Il s'installe à Montréal, à Petite-Bourgogne, que j'ai pu visiter la première fois grâce à Michael. Et elle demande la naturalisation de mémoire dans les années 30. Elle l'obtient facilement. Il y en a une qui se marie aussi. Donc c'est pas au moment de 1910-1911, c'est bien après. Oui, ça m'intéresse. La question des mariages, est-ce que c'est des mariages à l'église ou des mariages civils? Pour celles qui sont ici, alors en fait, à l'époque, en fait, elles sont catholiques, c'est le registre, dans les registres paroissiaux qu'on trouve la trace de leur mariage. À l'église. Pareil pour le mariage de Pauline et Gustave Ravant en 1917, avec l'autorisation donc du curé, il y a bien écrit, puisqu'en fait il y a eu 2 enfants nés avant. Donc Louis Rameau est né, Blanche est née en 1915, lui est né en 1916, et eux ils se marient au début janvier. Il y a bien écrit avec l'autorisation du curé. Voilà. Oui, moi je voulais savoir, elles étaient domestiques. Elles ont été déportées, enfin ramenées chez elles. Mais celles qui sont restées, comment elles ont fait pour, au niveau du travail? Est-ce qu'elles sont restées domestiques ou elles ont eu d'autres... Alors je ne sais pas pour toutes, parce que les trajectoires, justement, après, c'est difficile de les retrouver. Celles que j'ai pu retrouver, notamment dans les documents administratifs, c'est soit sans profession, ou elles restent domestiques. Je pense que dans le cas de Pauline, le passage à Ottawa, je pense que c'est avec une famille. Je ne pense pas qu'elle parte comme ça à Ottawa. Il est assez difficile en fait de trouver du travail pour des Noirs. C'est des métiers très précis, donc je n'ai pas la preuve, mais je suppose que c'est comme ça. La plupart restent en fait dans des familles, et c'est intéressant parce que l'année dernière, quand j'ai fait une conférence en Guadeloupe, il y a un jeune homme qui est venu me voir qui avait trouvé il était venu à Montréal chercher une arrière-grand-tante, et il m'a montré la photo de la tombe. Et en fait, elle est enterrée dans le caveau en fait, de ses employeurs. Et moi, je lui ai donné cette réponse-là, et lui, il m'a apporté une réponse que je n'avais pas, en fait. Donc, il y en a quelques-unes qui sont restées dans les mêmes familles de 1911, mais sinon, les autres sont partis dans d'autres familles. Ce qui est intéressant, alors, Pauline, justement, c'est un des rares cas qui se déplace. Celle qui reste, elle reste sur Montréal. Merci. Elles ont fait le voyage ensemble dans plusieurs convois, puis elles ont certainement dû tisser des liens, en fait, pendant le voyage. Je me demandais si ces liens-là avaient persisté une fois sur place, puis si on savait s'il y avait des amitiés qui s'étaient créées. Alors, la seule... moi, je suppose qu'il y a des amitiés. Il y a notamment une domestique dont j'avais parlé il y a 2 ans, qui est décédée. Et en fait, avec l'enquête, on apprend qu'elle est en train de se promener à Montréal avec une autre domestique quand il y a eu l'accident. Donc c'est là où on voit qu'elles se connaissaient. Ce qui est intéressant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé d'où elles venaient en Guadeloupe. Et plusieurs viennent en fait de la même... À l'époque, c'est un village. Donc ça aussi. Et je pense surtout, par exemple, il y en a 2 qui sont à Belleuil. À l'époque, c'est vraiment des petits, presque, je dis pas des hameaux, ce serait péjoratif, mais vraiment des petits villages. Donc forcément, quand il y en a 5, et je pense surtout, alors c'est une piste qui n'a pas été finalement, j'ai pas trouvé grand-chose. J'avais pensé à l'église, essayer de trouver des choses puisqu'elles sont catholiques. Donc même si elles vont pas à la messe tous les dimanches, il y a quand même Noël, Pâques qui sont les grands temps forts de l'année catholique. Mais ça n'a pas donné grand-chose. J'essaie de voir si je trouvais des... je sais que les prêtres écrivent, mais ça n'a rien donné. Mais il doit y avoir, je suppose, cette sociabilité-là, oui. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. Je voulais savoir si on avait une idée de comment est-ce qu'elles avaient eu la première fois cette opportunité de savoir qu'il y avait ce voyage qui avait lieu et qu'elles pouvaient donc partir au Canada pour avoir une meilleure vie peut-être. Alors, il y a une intermédiaire, en fait, en Guadeloupe. Alors, les premières qui partent, en fait, le premier convoi arrive en septembre, elles sont peu nombreuses. Alors, Authier vient les chercher. Donc, lui, il est consul et il vit à Basse-Terre, qui est la résidence administrative. Donc, c'est là où il y a le gouverneur et toute l'administration coloniale. Donc, par bouche à oreille, mais ensuite, c'est pas lui qui les recrute directement. Donc,
Pareil, là aussi, c'est entre femmes, donc j'ai juste le nom de l'intermédiaire. Il n'y a pas de publicité dans la presse en Guadeloupe, contrairement à ce qu'il y a dans la presse au Canada. La seule publicité qu'on aura, c'est à la fin, entre guillemets, quand ça se passe mal. On déconseille en fait aux femmes de partir. Il y a 6... Alors, qu'on voit à peu près 6, mais ensuite il y en a qui viennent individuellement. Quand William D. Scott décide d'arrêter, il y avait déjà des passages qui avaient été payés. Ce qui faisait qu'elles passaient, c'est qu'elles étaient en groupe. Mais après, il y en a qui viennent de façon individuelle, et donc les dernières arrivent en novembre 1911. Merci infiniment. On a quelques boissons et puis des petites bouchées, des choses. Vous pouvez continuer la conversation. Merci beaucoup d'être venus.